Bon, bonjour. Donc, la présentation d'aujourd'hui est sur l'utilisation de Z3, qui est le sujet du travail pratique de cette session. Mon nom est Brian Elliott Tam. Donc, aujourd'hui, nous allons toucher divers termes, la conversion du code source en algèbre Z3, la génération automatique de tests, l'analyse de code mort, l'analyse de préconditions, invariants et postconditions, une analyse de simulation et de bisimulation, une analyse de safety, puis suivi d'une conclusion. La présentation va être divisée comme suit. De prime abord, je vais présenter ma démarche en général. Ensuite, je vais présenter mon code. Puis, par la suite, je vais faire jouer une capsule que j'ai faite sur YouTube qui présente un exemple concret et montre mes résultats. Donc, la conversion du code source en algèbre Z3. Afin de faire cela, nous avons une fonction source, donc notre code source, en le transformant en une chaîne de caractères. Cette chaîne de caractères, on retrouve le diagramme, le graphe AST en Python. Donc, c'est un graphe sémantique qui représente toutes les opérations qu'un code peut faire. Comme par exemple, si nous avons une addition, ben, on aura un nœud d'addition. Ce nœud-là aura deux paramètres qui sera le côté à gauche et le côté à droite. Puis ce nœud-là, si on descend le graphe, on verra les deux nœuds qui représentent l'élément à gauche et l'élément à droite. Avec ce graphe, nous allons retrouver notre algèbre Z3. Donc nous allons prendre les éléments de ce graphe-là afin de recréer l'algèbre que Z3 peut comprendre. Donc si on a par exemple un code source comme celui-ci, ce qu'on fait, c'est qu'on sert du module inspect afin de retrouver le code source en chaîne de caractères, puis le module AST afin d'avoir notre graphe AST. Ensuite, afin de retrouver les conditions Z3, ce que j'ai fait, je me suis inspiré d'un code que j'ai trouvé sur Internet. Ce que je fais, c'est que je navigue dans tous les nœuds, je traverse mon arbre. Si c'est un if, je crée une liste. Dans cette liste-là, je réitère récursivement, donc je retrouve d'autres ifs dedans. Puis dans le body du if, donc dans le corps du if, ce que je fais, c'est que je me sers de la fonction find operator et je regarde toutes les opérations qui est fait dans ce if et je rajoute à ma liste. Donc au final, ce que ça crée une liste de listes. Donc la liste de listes, la liste extérieure, c'est tout notre programme. Et chaque liste, c'est un chemin possible que notre programme peut réaliser. Donc avec ces conditions, puis avec ces opérations arithmétiques. Donc find operator, lui ce qu'il fait, c'est que je lui donne un nœud, il regarde quel type de nœud c'est, disons node.op, donc si c'est un nœud d'opération, puis si disons ast.sub, donc c'est une soustraction. Donc ce que je fais, c'est que je récupère le signe de l'opérateur, ensuite je récupère le côté à gauche, le côté à droite de l'opérateur, puis comme ça je fais une opération d'égalité en Z3. Puis je rajoute un flag qui s'appelle opération. Ce flag va me servir plus tard quand je veux faire d'autres manipulations. Donc la dernière manipulation que je fais, donc si on retourne à la slide du départ, on voit que la dernière opération, je ne retourne pas le chemin, mais je retourne static single assignment du chemin. Donc static single assignment, ce que c'est en fait, c'est qu'à chaque fois que j'ai une assignation, j'incrémente de 1 la variable. Donc ça va servir à pouvoir avoir une certaine forme de passage du temps dans notre code. Donc comme ça, je pourrais faire une analyse de préconditions et de post-conditions. Puis en plus, je pourrais aussi faire une analyse si la variable change au fil du temps. Comme si par exemple, j'ai une première condition qui me dit que x est plus petit que 3, donc je rentre dedans, puis ensuite une dernière condition qui me dit que x est plus grand que 5, supposant qu'il y a eu des opérations entre, mais je pourrais les prendre en compte en fait. Parce que sinon, ce serait comme si tout se passe dans le même pas de temps, puis on pourrait pas... en fait, ça va tout fausser l'analyse. Donc, pour faire le static single assignment, j'ai supposé que mon code avait juste les variables x, y, puis k. Puis à chaque fois que je rencontre un nœud que j'ai libellé opération, j'incrémente de 1 la variable, puis je le fais répercuter sur tous les autres nœuds. Puis à la fin, je retourne mon algèbre de 3, donc la variable reste. Je retourne mes variables.
Donc, toutes les variables avec tout leur incrément, toute leur itération. Puis, je retourne également les variables sous la forme d'un dictionnaire. Donc, je retourne tout ça afin de faciliter certaines analyses plus tard. Donc, getVariable, lui, tout ce qu'il fait, c'est qu'il il prend ma variable sous la forme, il prend ma structure de données de dictionnaire puis le transforme en une liste. Donc, passons à la capsule. Donc, je vais couper mon audio puis laisser le. Dans cette capsule, je vais montrer la manière dont je récolte les path conditions. Je vais le faire sur deux exemples, l'exemple 1 ici présent, puis l'exemple 2 ici présent. Je vais récolter les path conditions, les variables de mon problème, puis les variables sous la forme d'un dictionnaire. Puis je vais itérer afin de présenter cela. Donc, faisons l'analyse de l'exemple 1. Dans l'exemple 1, nous voyons que nous avons x plus petit que 3. Ensuite, nous avons ces deux opérations arithmétiques. On voit que notre single static assignment est bien fait, car y a été incrémenté de 1, puis k aussi a été incrémenté de 1, puis y ensuite incrémenté de 45. Ensuite, nous avons x plus grand que 4 et notre dernière opération arithmétique qui va produire y3 qui incrémente y de 1. Le deuxième chemin, c'est encore x plus grand que 3, nos opérations arithmétiques. Et nous voulons pas que x soit plus grand que 4, mais nous voulons que x soit plus grand que 2 à cause du else if, puis nous incrémentons notre k. Et l'avant-dernier chemin, c'est un parcours plutôt similaire, mais cette fois-ci, nous appliquons le else, puis nous incrémentons notre x et notre y pour qu'ils deviennent y3. Puis le dernier chemin, finalement, c'est nous avons le else. Donc, on a juste l'incrémentation de 1. Ici, on a toutes nos variables pour notre problème, puis les variables sous la forme d'un dictionnaire. Nous collectons cela parce que plus tard, pour des analyses, nous allons avoir besoin d'informations. L'exemple 2, je ne vais pas faire la trace au complet, mais nous pouvons voir que le fait de prendre en compte les, euh, les, euh, les opérations arithmétiques et de faire du single static assignment, ça modifie de beaucoup notre analyse Z3 en fait. Comme si on regardons le premier chemin qui est x plus k plus grand que 3, ensuite k plus 1 plus grand que 5, et ensuite ici nous définissons k qui est égal à 0. Puis ensuite k qui doit être plus grand que 3. Donc nous voyons que si nous n'avions pas de single static analysis, bien, nous aurions tout faussé notre analyse. En fait, si on voudrait faire une analyse de précondition, nous ne pourrions pas l'avoir. Et si nous ne prenions pas en compte ces opérations arithmétiques, ben, on ne pourrait pas voir que même si ça implique peut-être que k soit plus grand que 3, ben, bien cette opération arithmétique nullifie cette propriété en fait. Donc, cela conclut cette capsule. Je vais continuer avec d'autres. Donc, je vais réactiver mon micro. Passons à la suite de la présentation. Donc, on pourrait faire plusieurs améliorations à ce code-ci. On pourrait gérer plus d'opérateurs. Comme en ce moment, j'ajoute des incrémentations, on pourrait gérer des additions, des soustractions normales, des divisions normales. Pour le moment, c'est juste des incrémentations plus, moins, divisé, multiplié. On pourrait gérer aussi des appels de fonctions. On pourrait gérer des structures de données comme des listes, des dictionnaires ou des choses un peu plus spécialisées. On pourrait gérer les troncs communs parce que pour le moment,
toutes les opérations doivent être dans des if. Donc, supposons qu'on a un pré-traitement avant la division du code ou un post-traitement, ben, pour le moment, mon code ne gère pas ça. On pourrait gérer tous les noms de variables possibles. Ce serait relativement simple si on se servait des expressions régulières, mais ça n'a pas été fait. On pourrait gérer les retours avant la fin d'une boucle. Je veux dire avant la fin de la fonction. Donc pour le moment, on traverse toute notre fonction, mais supposons que si on a un if, on retourne directement, ben on ne gère pas ça. Et on pourrait gérer les boucles. Donc tout ça ne serait pas super compliqué, ce serait juste de regarder la sémantique du graphe AST, puis d'agir en conséquence. Donc passons à la génération automatique de tests. Pour faire cela, nous avons besoin des conditions de Z3 présentées précédemment, puis des variables de notre problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on teste tous les chemins possibles que notre algorithme peut prendre. Chaque chemin a une représentation en Z3 et on demande à Z3 de résoudre le problème, donc c'est-à-dire de trouver un modèle qui rend l'équation vraie. Et ensuite, on évalue notre fonction avec ce modèle, puis on retourne une paire avec notre k-test qui est notre modèle et le résultat réel si on l'applique dans notre fonction. Donc ça nous fait des tests automatiques des cas limites en fait. Donc pour s'assurer que chacune des conditions peut être enclenchée. Donc notre fonction va comme suit. Donc on génère nos path conditions. Euh, donc notre algèbre en Z3, puis ensuite on fait appel à notre fonction spécialisée. Notre fonction spécialisée, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle itère sur toutes les conditions, toutes les paths conditions, elle initialise en solver, elle transforme les paths conditions en du code Python, mais sous la forme d'une chaîne de caractères, avec toutes les... Donc elle initialise les variables sous la forme d'une chaîne de caractères, elle, elle prend le solver et ajoute toutes les paths conditions, mais sous la forme d'une chaîne de caractères. On sert des execs afin d'exécuter notre code Python en chaîne de caractères. On regarde si la condition est satisfaite, ben on regarde son modèle, on retourne le modèle, puis on applique la fonction avec les variables du modèle. Puis on rajoute ça dans nos cas tests. Sinon, ben c'est un code mort que je vais élaborer plus tard. Donc, afin de générer les variables, tout ce qu'on fait, c'est qu'on a notre dictionnaire de variables, puis on prend notre nom de la variable qui est égal à z3.int avec encore le nom de la variable. Et pour générer notre analyse, ce qu'on fait, c'est s.add avec chacune des conditions du path condition. Donc, on fait une for loop, et on rajoute tout ça dans notre solver. Donc, le code mort, il va comme si on fait notre génération de tests automatiques et à partir de ça, on peut retrouver le code mort. Donc, un code mort, c'est un code qui s'exécute jamais. Donc, c'est un code que Z3 n'a pas été capable de trouver un modèle afin de le satisfaire. Donc, pour notre code, le code va comme suit. Donc, on génère les conditions test, puis on regarde à chaque fois qu'il y a eu qu'on a retourné le flag dead code, ben on rajoute la condition. Donc c'est plus un utilitaire parce qu'à vrai dire, on pourrait le faire avec notre algorithme de génération de k-test. Mais ça nous permet d'avoir une plus belle sortie et que l'utilisateur ne voit pas qu'est-ce qui se passe exactement en arrière en fait. Il sait pas que ça pourrait être n'importe quel autre algorithme qui roule en fait. Il sait pas qu'il y a une dépendance entre les deux. Donc, je vais jouer la prochaine capsule. Je vais couper mon audio avant. Dans cette capsule, je vais présenter la génération automatique de code et la détection de code mort. Je vais le faire sur deux exemples, cet exemple-ci et cet autre exemple. Là, je vais partir mon code. Donc,
ce qu'il fait en premier, c'est il génère les path conditions qui sont numérotées et qui sont associées à des tests générés. Donc, on voit que les path conditions de 0 à 2, c'est du code mort parce que on voit que x doit être plus petit que 3 puis x doit être en même temps plus grand que 4. Donc, c'est impossible. Et nous voyons que dans l'exemple 1, qu'un premier test pour être associé au path condition 3 devrait être x égale à 0, y égale à 0. Puis quand j'ai mis infini, ça veut dire que la valeur initiale n'a pas d'importance. Donc, si on voit ça, si x serait égal à 0, ben, il est plus petit que 3. Puis, il est plus petit que 4 aussi, donc ça va passer. Puis, y est égal à 0, il a juste placé parce que la valeur initiale de y a de l'importance parce qu'il incrémente il fait un y plus 4, donc il incrémente la valeur initiale de y. Donc, pour l'autre exemple, on voit que x est égal à 3. Donc, ça respecte cette condition que x doit être plus grand ou égal à 3, comme c'est neutre. Puis y puis k n'ont pas d'importance, donc je les ai placés à infini, comme ils n'ont pas d'importance dans le test. Et euh, leurs valeurs initiales n'ont pas d'importance non plus dans les calculs. Donc, on va voir si c'est associé au véritable code. Donc, si on regarde le code source par rapport au path condition, on peut voir qu'elles sont toutes associées, comme ce qui a été présenté dans la première capsule. Pour ce qui est de l'exemple 2, nous voyons que le premier est en code mort parce que K1 est assigné à 0, puis ensuite K1 doit être plus grand que 3. Donc, c'est en code mort, alors que le reste, tout est possible d'être respecté. Et on pourrait passer du temps afin de s'assurer que Z3 a bel et bien résolu le système d'équations. Parce que tout ce qu'on a fait, c'est qu'on a donné nos path conditions à Z3, puis on lui a demandé de résoudre le système d'équations et de nous donner un modèle de valeurs possibles afin de résoudre cela. Puis par la suite, nous avons appliqué ce modèle à notre code source que nous désirons analyser. Donc la seconde partie est le code mort. Donc ça, c'est plus un utilitaire qui nous permet de voir les conditions directement du code mort. Comme ça, on peut les associer dans notre véritable code. Donc, si on regarde, tout ça, c'est le code mort comme nous avons vu précédemment, c'est les mêmes conditions. Puis là, on voit que x doit être plus petit que 3, x doit être plus grand que 4. Donc, c'est toute cette section-là qui devrait être morte, qui est associée à ces trois path conditions. Donc, c'est 3 à cause du if ici et du if ici, qui génère trois autres conditions. Donc, pour l'exemple 2, nous avons un seul code mort qui dit que x plus k doit être plus grand que 3. Donc, on est ici. K plus 1 doit être plus grand que 5. Donc, on est ici. Et ici, K1 doit être plus grand que 3. Donc, le code mort, c'est cette partie-là. Donc, ce n'est pas automatisé dans mon code. Je n'ai pas fait un algorithme pour pouvoir trouver automatiquement cela. Mais avec de la réécriture, on pourrait facilement retrouver le graphe AST. Et avec les informations du graphe AST, on a les lignes du code, on a les lignes de code de chaque assertion, donc on pourrait facilement faire un outil automatique pour pouvoir trouver à quelle ligne de code automatiquement se trouve le code mort. Mais pour le moment, on doit le faire manuellement, mais c'est assez simple quand nous avons toutes les statements du code sous forme linéaire. Donc, ceci conclut cette capsule. Donc, je vais réactiver mon micro et passons à la suite de la présentation. Donc, la suite, c'est l'analyse de préconditions, d'invariants et de post-conditions. Donc, pour ce faire, nous avons besoin des conditions de chemin en algèbre Z3.
On va supprimer le code mort afin de faciliter l'analyse et de toute façon c'est un code qui n'est pas exécuté donc ça n'a pas vraiment d'importance la manière dont il se comporte. On va regarder les préconditions, les invariants puis les post-conditions qui vont être directement données en algèbre Z3. Avec ça, on a notre condition de chemin avec des contraintes, puis on va analyser afin d'obtenir le résultat. Donc, une précondition, ben, on a du single static assignment, donc on ne peut pas naïvement rajouter des conditions comme ça. On doit faire quelques traitements. Donc, les préconditions, elles, on peut naïvement les ajouter parce que c'est sur notre variable de base. Les invariants, ceux-ci, on veut regarder tout au long de l'exécution, donc on veut avoir un passage dans le temps. Donc, on doit rajouter notre condition à chacune des itérations de la variable. Donc, pour la variable, disons dans cet exemple-ci, avec y1 et y2, on doit le rajouter sur y normal, sur y1 et sur y2, la même condition. Pour la post-condition, celle-ci doit être appliquée sur la dernière itération de la variable, vu que c'est sur le retour, en fait. Donc, nous regardons notre code et on cherche la dernière itération. Comme dans cet exemple, ben, c'est Z3 la dernière itération. Donc, on applique notre condition seulement sur Z3. Donc, notre code, il va comme suit. Euh, Premièrement, on récupère nos conditions sous le forme d'algèbre Z3. Ensuite, on supprime notre code mort. C'est à peu près de la même manière dont on l'a détecté, jusque cette fois-ci, on va supprimer les pattes. Ensuite, si on a une précondition, on ajoute les préconditions. Si on a un invariant, on l'ajoute. Si on a une post-condition, on l'ajoute. On suppose de prime abord que notre analyse va être valide. On itère sur toutes nos nouveaux path conditions. Et si on n'est pas capable de le satisfaire, ben, on met notre analyse à faux. Puis, dans tous les cas, on ajoute notre condition en disant si c'est valide ou non. Si c'est valide, on dit simplement c'est valide. Si c'est invalide, ben, on va dire c'est quelle condition c'est quel chemin qui invalide notre analyse. Donc, pour avoir notre précondition, ben, c'est simple. J'ai rajouté à la position 0 notre précondition. Notre invariant, donc on sert de nos variables sous la forme d'un dictionnaire, puis on itère sur toutes les variables, puis on rajoute notre condition partout. Et pour notre post-condition, ben, on fait à peu près la même chose, juste cette fois-ci, on va juste le rajouter à notre dernière variable. Donc, on va passer à la capsule. Je vais couper mon audio, puis laisser l'ordinateur. Dans cette capsule, je vais parler des pré, post-conditions et les invariants. Donc, l'analyse des contraintes. Je vais le faire sur ce code-ci. Donc, on va lancer l'analyse. Elle est faite. La première analyse, c'est une analyse de préconditions. Donc, nous regardons si x est plus petit que 3. Donc, c'est à noter que les codes morts sont automatiquement supprimés dans mon analyse. Puis, on voit que ça ne peut pas être satisfait. Donc, le premier pas de condition qui est ici, il peut être satisfait. Le deuxième et le troisième, ça ne se peut pas parce que c'est le else. Donc, c'est quand le x est plus grand que 3. On voit que la condition a été rajoutée au début du pas de condition. Donc, ce qui est fait en fait, c'est pour les contraintes, je les rajoute dans les pas de condition afin que Z3 puisse simplement analyser séquentiellement toute l'équation algébrique. Donc, on voit que ça ne peut pas être valide pour la deuxième et la troisième condition.
Donc, l'autre, c'est une fausse condition qui dit que y est égal à 2. Donc, on voit que celle-ci peut être satisfaite parce que y n'est dans les premiers paths, y est défini par l'utilisateur. Donc, il pourrait toujours en définir un qui fera en sorte que y soit égal à 2. Donc, une manière de pouvoir faire une analyse peut-être un peu plus précise, ce serait de rajouter une fausse condition qui fixerait un y dans un certain range, ou bien de dire que si on met cette valeur initiale de y, est-ce que l'invariant va marcher? Puis, la seule analyse où y est, le seul chemin où y est pris en compte, au final, il va toujours être égal à 2, parce qu'on met y est égal à 0, ensuite on ajoute 1, on soustrait 1, puis on ajoute 3. Donc, dans les pas de condition, la manière dont ça se reflète, c'est que la dernière opération avec y, va être égale à 2. Donc, pour la post-condition, on prend la dernière itération de la variable et on applique la post-condition là-dessus. Donc, on voit ici que c'est y1 qui va être égal à 2 parce qu'on s'est rendu jusqu'à y1. Ici, c'est y4 qui va être égal à 2 parce que la dernière opération est sur y4, qui est l'incrémentation plus 3. Puis ici, c'est y tout simplement est égal à 2 parce qu'il n'y a pas d'y d'impliqué. La troisième analyse, c'est une analyse d'invariant pour regarder si y est plus petit ou égal à 1. Donc, la manière dont c'est géré, c'est que toutes les itérations d'y, l'invariant y est appliqué. Donc ici, on s'est rendu jusqu'à y1, donc on l'applique sur y1, la même condition. Ici, on s'est rendu jusqu'à y4, donc on l'a sur y, y1, y2, y3, y4. Puis ici, on s'est rendu jusqu'à y, fait qu'on l'a juste sur y. Donc, cette condition ne peut pas être valide. Elle est juste valide sur les deux premiers parce que sur la deuxième, comme on a vu précédemment, y sera égal à 2. Donc, il ne sera pas plus petit ou égal à 1. Donc, la troisième analyse, c'est combiner les trois ensemble. Donc là, on peut voir vraiment la manière dont on construit nos pas de condition. Donc, on a la précondition x est plus petit que 3. Donc, il est rajouté au début sur la première itération, sur la variable originale, en fait. Nous avons l'invariant k est plus petit que 2. Donc, ici, on s'est rendu jusqu'à k1 avec k est égal à 3. Donc, on a k plus grand que 2 normal et k plus grand que 2 avec k1. Puis la pause condition qui est y est plus grand que 1. Donc on a ici, on s'est rendu jusqu'à y1, donc on a y1 plus grand que 1. Puis si on regarde ici, nous voyons la même chose. Donc sur ce chemin, il n'y a pas de code impliqué, donc l'invariant n'est juste pas pris en compte. Nous sommes rendus jusqu'à y4 avec cette opération, donc on a la pause condition. Ici, l'invariant non plus n'est pas pris en compte, donc on a la précondition, puis la pause condition avec seulement y qui est plus grand que 1. Donc on voit que ici, les deux derniers ne sont pas satisfaits. Donc ça conclut cette capsule. Bonne journée. Je réactive mon micro et je coupe l'ordinateur. Donc, on on pourrait améliorer notre algorithme. Donc, ce qu'on pourrait faire, c'est récupérer le modèle afin de déterminer la condition minimale pour respecter la contrainte. Donc, ça permettrait d'aider les développeurs à modifier leur code afin de respecter les contraintes qu'ils désirent. Donc, maintenant, passons à l'analyse de simulation et de bisimulation. Donc, j'ai considéré qu'une simulation, c'est quand une fonction expose au moins le même comportement qu'une spécification. On pourrait avoir comme exemple HTTP2 puis HTTP. Donc, tout ce qui est fait en HTTP devrait être capable d'être fait en HTTP2. On pourrait voir la part objet abstrait, objet concret. Donc, l'objet concret doit avoir au minimum le comportement de l'objet abstrait, mais il peut avoir plus. Puis une interface et un objet. Donc, un objet peut encore avoir plus de comportement que son interface.
Donc, ce qu'on va faire, on va regarder si la fonction génère automatiquement tous les tests de la spécification et et avec le même retour, en fait. Donc, on s'assure s'il est capable d'avoir le même comportement, en fait. Puis, on s'assure si ce comportement, il retourne le même résultat. Modulo en renommage, c'est ça qu'on devrait faire. Mais je prends pas en compte le renommage. Puis, on pourrait aussi renforcer la notion de simulation en ajoutant les mêmes invariants puis les mêmes politiques de sécurité. Donc, voilà. La bisimulation, ben, c'est que les deux fonctions doivent avoir exactement le même comportement, mais ils peuvent le faire de manière différente. Donc, on pourrait voir par exemple plusieurs versions d'un algorithme. Supposons un algorithme de plus court chemin, on pourrait se servir de Dijkstra, ou on pourrait se servir de la force brute en fait. Les deux devraient retourner le même résultat, ils devraient avoir le même comportement. La seule différence, c'est la manière dont on le fait, puis ce qui résulte à une efficacité différente. Donc, on va encore faire la même chose, regarder si on génère les mêmes tests modulant renommage, qui n'est pas pris en compte. Donc, pour la simulation, on procède comme suit. Donc, j'ai oublié de spécifier qu'on supprime le code mort parce que de toute façon, il ne sera jamais exécuté. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les pas de condition, on regarde si la fonction a au moins le même nombre de comportements que la spécification. Ensuite, on génère les tests et on regarde si les deux ont les mêmes tests. Si, je veux dire, si la fonction a au minimum tous les tests de la spécification. Donc, si c'est possible, ben, on retourne vrai. Si c'est impossible, ben, on retourne tous les comportements qu'il n'est pas capable d'avoir. J'ai oublié de préciser que si la fonction a moins de comportements que la spécification, ben, on retourne de manière active le fait que l'analyse sera de toute façon impossible. Donc la bisimulation, c'est à peu près la même chose, juste cette fois-ci, on s'assure que les deux ont le même nombre de comportements, puis on s'assure que tous les tests sont égaux. Donc s'ils ont tous les mêmes tests, puis sinon on retourne les tests qui sont pas capables de satisfaire les deux. Donc je vais passer à la capsule en coupant mon audio et en laissant l'ordi de l'ordinateur. Dans ces capsules, nous allons faire une analyse pour regarder si deux codes sont similaires ou bissimilaires. Donc, nous avons le code S1 et S2. Donc, S2, il est similaire à S1 parce qu'il a le même comportement. On voit que quand X est plus petit que 3, on incrémente de 1. Sinon, on décrémente de 2. Donc ici, on le fait en deux étapes. Par contre, S2, lui, si X est plus grand que 5, alors il a un autre comportement où il incrémente Y de 1. Donc, nous avons également B1 puis B2. Eux sont bisimilaires parce qu'ils ont le même comportement. Donc, si X est plus petit que 3, on incrémente K de 1. De l'autre côté aussi. En plus, on fait une incrémentation de 0 puis une incrémentation de 1. Sinon, on fait une décrémentation de 2. Ici, on fait une décrémentation de 2, une incrémentation de 2, puis une autre décrémentation de 2. Donc, c'est la même chose. Nous avons également un code qui n'est pas relié aux deux. Il y a un comportement complètement différent. Donc, lançons l'analyse. Donc, on voit que l'analyse nous donne le comportement qu'on s'attend. S1 puis S2, il est similaire, je dirais, S2 est similaire
à S1, puis S1 n'est pas similaire à S2 parce qu'il n'y a pas suffisamment de comportement. S2 n'est pas similaire à un code qui n'est pas du tout relié. Donc on voit qu'il n'est pas capable de simuler ces deux comportements. B1 puis B2 sont bisimilaires, peu importe dans quel ordre est-ce qu'on rentre nos fonctions. Puis B2 avec un code qui n'est pas relié ne sont pas similaires parce que de toute façon, ils n'ont même pas le même nombre de comportements, donc l'analyse s'est terminée. C'est terminé plus tôt. Ceci conclut cette capsule. Au revoir. Donc, j'ai réactivé mon micro. Retournons à la présentation. Donc, la dernière partie, c'est une analyse de safety. Donc, l'image est prise des notes de cours. Donc, en safety, il faut que tous les nœuds respectent l'inverse de l'assertion qu'on lui donne. Donc, moi, j'ai supposé que si la variable n'était pas là, c'était un nœud valide en fait. Donc, c'est comme si c'était l'opérateur entre crochets en fait. Donc, s'il est là, il doit respecter la condition. Donc, ce qu'on fait, c'est on itérer sur chaque nœud. Si le nœud ne respecte pas la condition, on l'ajoute à la liste des nœuds invalides. Puis un échec si un nœud n'est pas dans la liste. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on génère notre code, on transforme notre code en algèbre Z3, on enlève le code mort, euh, on va chercher, j'ai fait une fonction qui s'appelle getInvariant, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher, euh, on va transformer notre condition afin qu'elle soit généralisée à chacune des itérations de la variable. Ensuite, on va itérer sur chaque pas de condition, puis on va itérer sur chaque condition du pas de condition. Si on a un nœud si on a un nœud qui a la variable qui est dans la condition, mais on va rajouter notre condition sur cette variable-là. Donc, supposons qu'on ferait une safety sur x qui est plus petit que 5, donc ça devient x qui est plus grand ou égal à 5. Mais bien, on va si on tombe sur un nœud où x est impliqué, bien, on va rajouter cette condition dedans. Puis après, à la fin, on va supprimer cette condition. On supprime à la fin cette condition afin qu'on puisse voir vraiment tous les nœuds qui font échouer l'analyse. Donc évidemment, on prend notre solver et on vérifie si l'équation booléenne est capable, l'équation booléenne, si l'équation algébrique est capable d'être résolue. Puis s'il y a un seul nœud qui ne respecte pas la condition, ben, on retourne faux. Avec et puis on montre tous les nœuds qui ont fait échouer l'analyse. Donc, passons à la capsule. Dans cette capsule, je vais faire une analyse de safety sur le code qui est présenté à droite. À droite. Cette analyse va être sur x qui est plus grand ou égal à 5, ce qui revient à ce que tous les nœuds doivent être plus petits que 5, parce que safety, c'est l'inverse de la condition qu'on lui passe. Je vais lancer l'analyse, puis ensuite je vais commenter. Donc, on voit qu'il y a deux nœuds. On voit déjà que la propriété n'est pas satisfaite. On voit qu'il y a deux nœuds qui causent défaut. Le nœud qui fait une incrémentation de 201 ici. Puis la condition qui dit que x doit être plus grand que 5. Donc, si on regarde ce chemin, nous voyons que x doit être plus grand que 2, donc on est correct ici. X doit être incrémenté de 1, donc on devrait être ici à minimum 3, minimum 4.
Ici, évidemment, on déborde largement du 5, même si plus tard on diminue de 400, mais comme on est en safety, tous les nœuds doivent respecter la condition. Donc, ça rend toute l'analyse invalide et ça fait en sorte que ce soit ce nœud en particulier qui rend l'invalidité, qui rend l'analyse invalide. Donc, pour le X plus grand que 5, c'est simplement parce que pour entrer dans cette condition, il faudra que X soit plus grand que 5. Donc, évidemment, on ne respecte pas la condition. Si on regarde le reste du code, parce qu'on a plusieurs chemins qui sont valides, ben, on a plusieurs nœuds en fait qui sont valides, on voit que dans le chemin else, X est libre d'être plus petit que 2, donc on pourra toujours être valide ici en fait. Parce qu'on n'a pas une valeur à l'avance de X, donc le solver pourra toujours trouver une valeur, puis il sera toujours possible de trouver un certain nombre de valeurs qui vont respecter cette condition. Sinon, on a aussi le chemin ici, qui est pour encore cette même raison, donc X doit être plus grand que 2. Ici, on a juste des Y d'impliqués. Donc, évidemment, on pourra toujours faire respecter cette condition ici. Mais cela ne change rien au fait que le safety ne sera pas satisfait parce que il faut que tous les nœuds partout soient valides. Puis, dès qu'il y a un nœud d'invalide, ben, toute l'analyse est déjà faussée en fait. Donc, ça termine cette capsule. Bonne journée. Donc, je réactive mon audio. Il est à noter que les améliorations qu'on pourrait faire sont les mêmes qu'avec les contraintes. Donc, ce qu'on pourrait, c'est retourner le modèle afin que les développeurs puissent voir les limites et puissent peut-être réécrire leur code afin de renforcer leur sécurité, en fait. Donc, passons à la conclusion. Donc, la partie la plus difficile, ça a été la réécriture du code source en algèbre Z3. Donc, faire le single static analysis, bien lire tous les nœuds, puis prendre en compte suffisamment de nœuds afin de pouvoir faire des analyses qui sont quand même un peu intéressantes. Ça a été, à mes yeux, la partie la plus difficile du TP. Donc, on a des limitations par rapport à Z3. C'est difficile d'exprimer des comportements. Donc, on n'est pas dans un langage comme le mu-calcul, donc on est plus dans des assertions mathématiques. Donc, modéliser certain comportement, ça peut être un peu plus compliqué à mes yeux. On peut aussi voir que regex, les expressions régulières, ce serait vraiment un bon outil afin de généraliser les analyses, donc pouvoir prendre en compte plusieurs noms de variables différents ou pouvoir même nous aider à convertir notre code source en algèbre Z3 des expressions régulières, ce serait vraiment très pratique. Puis on peut voir qu'en fait, on peut faire l'analyse de n'importe quel code en n'importe quel langage avec Z3 en Python. Parce que tout ce qu'il nous faut, c'est traduire notre code source en, euh, en algèbre Z3. Donc on pourrait, disons, avoir un code en Go ou en Rust. On pourrait le transformer dans un graphe sémantique, donc l'équivalent du module AST. Puis ensuite, on pourrait récupérer ça en chaîne de caractères, puis repartir nos analyses qu'on a fait en ce moment. Donc on voit qu'on a quand même une certaine forme d'indépendance avec le langage de programmation. Puis comme Python, c'est un langage assez simple, c'est bon pour faire du prototypage, mais on pourrait s'en servir quand même longtemps, puis développer nos algorithmes d'analyse là-dessus sans véritable gros problème. Euh, surtout que même si on a des algorithmes très compliqués, tant que syntaxiquement ils sont pas extrêmement longs, ben, la performance de Python ne devrait pas vraiment déranger en fait. Donc, ceci conclut ma présentation. On peut retrouver mon matériel sur ces liens, donc toutes mes capsules sont sur ces liens ici. Puis mon code est sur GitLab. Puis voici toutes mes références que je me suis servi afin de réaliser
mon travail pratique. Sur ce, bonne fin de session et joyeux temps des fêtes.